Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Grâce Nkiza, Jean-François Kandji-Kombe et Jean-Marie Bitomo. Le Libéria devient le 163e membre de l'Organisation mondiale du commerce. Le pays a rejoint officiellement l'OMC après 8 ans de négociations. Une adhésion qualifiée d'historique par la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. Chérif Ousmane Bardouka, commentaire Birama Saonera. Le Libéria a officiellement rejoint l'Organisation mondiale du commerce. Réunis au cours de la 10e conférence ministérielle, les 6 000 délégués provenant des 170 pays membres ont approuvé l'entrée du Libéria à l'OMC. Après plusieurs années de négociations et d'études, cette adhésion est une victoire pour Ellen Johnson Sirleaf, présidente du pays. Elle a réitéré l'engagement de son gouvernement à mettre en œuvre les réformes politiques et économiques nécessaires pour accélérer la reconstruction du pays, durement touché par l'épidémie d'Ebola. Bien que longue et difficile, notre adhésion à l'OMC nous ouvre la voie de la croissance économique. Fièrement, au cours des 12 dernières années, nous avons créé un espace budgétaire en supprimant le fardeau de la dette extérieure de 4,9 milliards de dollars grâce à l'initiative PPTE, Pays pauvres très endettés. L'adhésion du Libéria à l'OMC crée un contexte propice aux affaires. Elle donne également aux investisseurs une garantie solide. Le Libéria s'est résolument engagé à lutter contre le chômage afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Il pourra désormais nouer des partenariats avec plus d'investisseurs étrangers et s'ouvrir au marché mondial. L'adhésion à l'OMC peut avoir un impact sur une économie. Elle annonce au monde que vous êtes ouvert aux affaires. Elle montre votre détermination à attirer les investissements étrangers et grâce à ces investissements, vous créez l'emploi. Vous agissez positivement sur la vie des citoyens. Le Libéria, 163e pays membre de l'OMC, devrait œuvrer à réduire les barrières commerciales auxquelles sont constamment confrontés les investisseurs. Le pays sera accompagné par l'Union européenne jusqu'à la ratification de l'accord avant juin 2016. Jean-Marie, qu'est-ce que cela va apporter au Libéria de devenir membre de l'OMC ? Ça portera éventuellement une ouverture de l'économie beaucoup plus grande, des accords, si vous voulez, commerciaux signés beaucoup plus facilement, un attrait pour les investisseurs étrangers parce que dès l'instant qu'on démantèle toute la réglementation qui freine, si vous voulez, tout ce qui est le profit, vous avez sûrement, si vous voulez, des investisseurs étrangers qui vont y accourir, étant donné que le Libéria, c'est un petit pays, c'est vrai, mais ils ont des potentialités naturelles en termes de ressources qui sont très très importantes. Et je pense que ça permettra au Libéria de passer des accords beaucoup plus importants et d'avoir, si vous voulez, une proximité. Parce que quand on se place sur la dimension historique, on s'aperçoit quand même que les Libériens ont, des relations particulières avec les États-Unis. Parce que, c'est vrai que c'est de l'histoire ancienne, mais ça peut toujours, être remis à l'ordre du jour. Sachant très bien que la présidente du Libéria, c'est pratiquement de culture américaine et tout ce qui s'ensuit. Donc, je pense que ça pourrait ouvrir beaucoup de portes au Libéria. Gracien, le Libéria fait partie des PMA, les pays les moins avancés. Cette adhésion, ça peut être un véritable coup de pouce pour le pays? Je ne sais pas vraiment si ça peut avoir un coup de pouce parce qu'on parle d'ouverture du marché et notamment, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on baisse les droits de douane, c'est-à-dire que les rentes. C'est un pays qui importe beaucoup les produits finis. Qui va exporter? Qu'est-ce que le Libéria va exporter? Les mines, le diamant ou autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droits, il n'y a pas beaucoup de droits, surtout que c'est exploité par des compagnies, des multinationales. Mais ce qu'on importe en général, on a besoin de taxer pour au moins d'abord protéger le marché local. Parce qu'avec l'OMC, on a du mal à promouvoir l'industrie nationale. Avant, on protégeait avec les taxes douanières. On pouvait protéger par rapport aux produits qui sortent des usines déjà amorties, alors que nous avons des usines que nous venons de construire. Nous avons besoin d'amortir. On peut dire un amortissement pour les techniciens, un amortissement, dégressif. On commence par un gros paquet, on diminue, mais du moment où on ouvre, on ne peut pas amortir avec des gros montants, ce qui fait que souvent, avec l'OMC, je pense qu'en Afrique, il y a très peu de pays vraiment qui vont bien se placer pour, arriver à s'industrialiser compte tenu de cette ouverture. Et le Libéria en fait partie. Jean-François, d'après vous, pourquoi cette adhésion a pris plus de 8 ans?
Ça a pris plus de 8 ans parce que, figurez-vous que même si le principe est simple, abaissement des droits de douane et des taxes d'effet équivalents à des droits de douane, les négociations prennent toujours du temps parce qu'il y a la négociation globale sur le principe. Et puis ensuite, il y a des négociations, ce qu'on appelle les négociations bilatérales, qui sont d'ailleurs des négociations un peu bizarres parce que vous négociez avec un État sur un ensemble de produits, sur des droits de douane, mais comme au sein de l'OMC, vous avez un principe de non-discrimination entre les pays, ce que vous avez retenu avec ce pays va s'appliquer, les mesures favorables que vous avez retenues ici vont s'appliquer à tous les autres. Et donc vous avez une sorte de jeu de négociations prétendument bilatérales, parce que dans leurs effets, c'est pas des négociations bilatérales. Donc tout ça prend beaucoup de temps, et puis il s'agit aussi de construire des modèles macroéconomiques ou microéconomiques. En tout cas, pour l'essentiel que ça ait pris beaucoup de temps, ça ne m'étonne pas, mais il faudra encore qu'on m'explique que la priorité d'un pays dans l'état aussi pauvre que ce pays était d'enlever toutes les barrières et de devenir une sorte de passoire au regard du monde, de son environnement économique extérieur. Est-ce que c'est ça qui va faire remonter le chômage, qui va faire baisser la pauvreté dans le pays, qui va améliorer les conditions de santé? Je n'en suis pas persuadé. Sauf si on instaure au sein des règles de l'OMC des règles de protection pour tenir compte de quelque chose qui est très simple. L'égalité, c'est traiter différemment des gens qui sont dans des situations différentes aussi. Pas de la même manière tout le monde. Alors Jean-Marie, le Libéria, c'est une économie fragile. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre en devenant membre de l'OMC? Il y a des précautions à prendre, comment dire, mes deux collègues du plateau, c'est-à-dire, bon, en ont bien parlé, j'ai essayé d'en parler dès le départ. Ça voudrait dire quoi? Je le dis souvent. Il y a Gratien qui l'a très très bien exposé, à savoir que c'est quoi? C'est une économie à ciel ouvert, c'est ce qu'on nous demande de faire en Afrique. Mais là, pouvoir concurrencer les anciennes firmes multinationales dont il parlait en termes d'investissement, les investissements sont déjà amortis. On a des nouvelles usines en Afrique, dont, si vous voulez, le coût de production unitaire va être le double du coût de production unitaire de ce qui se passe en Europe et tout. Et on va nous inonder avec les APE qu'on nous a fait signer, on va nous inonder avec les marchandises d'ici. Et je vois pas très très bien, c'est-à-dire je vois bien mal cette histoire-là partie parce que, bon, quelque part, toutes les économies dans le monde se développent avec un minimum de protectionnisme sur les secteurs prioritaires et les secteurs stratégiques. Mais malheureusement, bon, l'OMC nous met pratiquement, moi je dis, nous met la gâchette, si vous voulez, sur la tempe et on est obligé de signer tout ce qui a été déjà en amont signé dans un traité international. Bon, mais maintenant, l'applicabilité, l'application aux petits pays, bon, ça ne change pas grand-chose. Merci. Dans l'actualité également, la Banque africaine de développement vient de signer un financement de 132 millions de dollars au Maroc. Cette opération vise à appuyer la deuxième phase du programme d'appui au plan Maroc vert afin de renforcer la compétitivité du secteur agricole. Idelette Mirabel-Bissou. 132 millions de dollars, c'est le montant du financement octroyé par la Banque africaine de développement au Maroc dans le cadre du plan Maroc vert. Le royaume chérifien veut mettre un accent sur la diversification de ses ressources en énergie. Il s'agit pour la BAD de soutenir la deuxième phase du programme d'appui au plan Maroc vert qui milite pour le renforcement de la compétitivité agricole et la promotion d'une croissance inclusive. Le plan vert rentre dans ce cadre-là, c'est-à-dire la diversification de la production d'énergie renouvelable. C'est une bonne nouvelle car le Maroc est un pays qui ne dispose pas de ressources fossiles comme d'autres pays. La démographie fait que les besoins énergétiques et le développement économique du Maroc font que l'offre énergétique doit être importante. L'objectif spécifique de la deuxième phase du projet est d'améliorer la gestion durable des ressources naturelles à travers une gouvernance verte du secteur agricole et le développement inclusif des chaînes de valeur. Le Maroc dépend fortement de ses importations d'énergie fossile. L'électricité produite au Maroc découle des centrales thermiques qui fonctionnent avec le charbon et le pétrole importé. 97% des importations des combustibles sont utilisées pour la production d'électricité. L'objectif, il est là, c'est justement de mettre en place une véritable industrie dans les énergies renouvelables. Donc, quand on dit industrie, on dit production par exemple, dans le solaire, de panneaux photovoltaïques. Donc, c'est toute une chaîne qui doit être mise en place. Et
justement procéder à la mise en place d'une industrie dans les énergies renouvelables. C'est très intéressant sur le plan de l'emploi parce que vous mettez en place une filière qui est durable et donc qui a des atouts économiques importants. Le Maroc est en passe de devenir un acteur de référence dans l'exploitation et l'utilisation des énergies renouvelables avec le projet phare de la station solaire de Ouarzazate Nour 1. Les autorités prévoient d'atteindre 50% de la production d'énergie seulement à partir d'éoliennes d'ici 2020. Gratien, pour le Maroc, on parle de projets dans l'éolien, dans le solaire. C'est un pays africain dont les projets sont particulièrement intéressants en termes d'énergie verte. Oui, c'est très intéressant. C'est un pays qui s'est mis presque bien avant les autres pays, un pays qui n'a pas de pétrole. Donc, au lieu d'aller acheter le fuel pour alimenter les centrales, comme ça se passe dans plusieurs pays, ou d'autres pays qui utilisent le charbon, le Maroc s'est mis, disons, à l'éolienne et au solaire. Il y a le soleil, il y a le vent. Donc, c'est une très bonne chose. C'est un très bon exemple pour les autres pays aussi. C'est un secteur, finalement, qui crée de l'emploi parce qu'on n'a pas, il y a cette technologie qui commence à maîtriser, il y a on continue à construire, donc c'est un secteur qui est porteur dans le pays. Éventuellement, demain, on verra le Maroc exporter les produits, les éoliennes et puis le solaire. Je pense aussi qu'ils devront faire la même chose, on a parlé de l'agriculture, passer de l'agriculture avec les engrais chimiques, au moins essayer de s'y mettre au niveau de l'agriculture biologique, éventuellement pour vendre sur le marché européen. Jean-François, le Maroc, c'est un pays précurseur en termes d'énergie verte sur le continent. Moi, je trouve que l'expérience marocaine est très très intéressante. Elle mériterait d'être scrutée plus avant et pas seulement par nous, mais par les États et les responsables africains, parce que c'est, au-delà des aspects techniques, c'est une entreprise de développement maîtrisée, une sorte de mise en œuvre, une problématique de développement du pays, mais maîtrisée grâce à une industrie énergétique. Cela a été expliqué dans le reportage par Gratien, je n'y reviens pas. Et puis, il faut d'ailleurs noter que le Maroc est déjà à cette phase-là, le Maroc est partie prenante avec un certain nombre de pays pour le développement de l'énergie verte, en deçà du Sahara. On a évoqué ici même un certain nombre d'exemples avec le Sénégal, avec je ne sais plus quel pays, mais c'est avec le Cameroun. Un accord avec le Cameroun notamment. Je pense que c'est une expérience tout à fait intéressante. Elle mérite à tous égards, du point de vue de l'énergie, mais aussi de la coopération interafricaine, et puis aussi du point de vue du financement, du développement par les États africains. Ici c'est la BAD qui finance. Et la BAD qui finance à une hauteur financière qui est largement au-delà de tout ce qui a été discuté lors de la COP 21, pour pas seulement les États africains, mais pour l'ensemble des États du Sud. Donc l'Afrique peut porter des problématiques comme ça, elle les a portées avant la COP 21, elle les finance au-delà de ce qui est prévu et encore qu'ils discutent encore dans les couloirs aujourd'hui. Et à tous égards, je trouve que c'est une expérience exemplaire. Jean-Marie, la Banque africaine de développement est dans son rôle en soutenant ce plan Maroc vert. Tout à fait, comme le dit le nom, Banque africaine de développement. Ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire, j'ai toujours considéré la BAD, qui est devenue aujourd'hui une institution respectée, honorable. Ça devrait être le bras séculier du développement de la croissance en Afrique parce que ça permettrait la mutualisation, si vous voulez, des moyens en Afrique, au lieu que chaque État veuille à tout prix, si vous voulez, se développer de manière, c'est-à-dire individuelle et individualiste. Il faudrait peut-être que la BAD prenne ce rôle-là et que les chefs d'État consentent à laisser un peu, comment dirais-je, leur orgueil de côté et se dire que bon, on se fie à un acteur que nous avons sur notre territoire qui va nous aider à nous développer. Donc je trouve que la BAD est à 100% dans son rôle, Banque africaine de développement. Merci, c'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine consacrée au secteur des télécommunications. Gratien, merci d'avoir été là. Merci Fanny, bonsoir à tous. Jean-François, merci également. Bonsoir Fanny, ce fut un plaisir comme d'habitude et je vous dis à l'année prochaine, peut-être, certainement. Exactement, et Jean-Marie, merci. Bonsoir Fanny et bonsoir à tout le monde et je souhaite bonne fête à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent fidèlement. Merci. Quant à nous, on se retrouve en 2016. En attendant, passez de joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt.